Paris, août 1914. À Berlin, on les aura. On coupera les moustaches à leur empereur. L'ambiance est très gaie sur le quai de la gare, où Émile et Madeleine avaient accompagné leur père, mobilisé dans une unité d'infanterie. Les jeunes recrues partaient la fleur au fusil, pour la der des der. C'était une guerre juste, car l'Allemagne avait, une fois de plus, déclaré la guerre à la France. Les Boches, ces cruels et sanguinaires barbares, menaçaient la patrie. Ce serait aussi une guerre courte. Tout le monde savait que les balles allemandes étaient en toc et que ces mangeurs de choucroute seraient rapidement mis cul par-dessus tête par la glorieuse armée française. Tous les soldats seraient rentrés pour Noël et le drapeau tricolore flotterait à nouveau sur l'Alsace et la Lorraine, ces chères provinces perdues. Le père d'Émile voulait y croire et rassurer sa femme. Simplement, il devait faire son devoir de citoyen et de Français. Berlin, août 1914. Nach Paris. Comme l'avait promis le Kaiser, l'empereur Guillaume II, cette guerre serait fraîche et joyeuse. Et les troupes allemandes victorieuses défileraient sur les grands boulevards parisiens avant que les feuilles ne jaunissent. Ernst et son petit frère Franz étaient fiers d'accompagner leur père qui allait rejoindre tous ces héros prêts à mourir pour la patrie. Leurs deux sœurs, Rosa et Ilse, pleurnichaient bien un peu, mais c'étaient des filles. De toute façon, la victoire ne faisait aucun doute. C'était une guerre juste, car la France et la Russie avaient trop longtemps cherché à étouffer l'Allemagne. Comme en 1870 à Sedan, ces cochons de Français allaient voir de quel bois se chauffait l'Empire. Avec leurs pantalons rouges, les Français étaient des cibles exceptionnelles. On n'en ferait qu'une bouchée. Quelques mètres de l'endroit d'où nous étions sortis, je me sens soulagée. Les autres regagnent déjà l'abri de la tranchée et je suis debout, prête à descendre l'échelle derrière Elijah quand une fusée jaillit au-dessus de ma tête. Pétrifiée, à découvert, je tourne la tête vers la ligne de front allemande que je découvre pour la première fois. Elle est beaucoup plus proche que je ne pensais. Et je comprends tout d'un coup combien je suis exposée, tandis que la fusée tombe droit sur moi, éclairant le sol comme au matin. Pourtant, je ne bouge pas. Je contemple l'ennemi pour la première fois. Il n'a pas de visage, rien qu'une ligne de monticules derrière un réseau de barbelés. J'entends la balle miauler à ma tempe, avant même que le claque d'un fusil retentisse. Tout autour de moi, le sol crache des éclats de boue et de poussière. Il y a un choc contre ma main qui s'engourdit. D'autres balles sifflent tout près. Je plonge alors dans la tranchée comme une loutre effrayée, et avant d'avoir compris ce qui m'arrive, je dégringole le long du parapet pour m'étaler de tout mon long, au pied des autres, le souffle coupé. Thompson baisse les yeux sur moi. « Il faudra te guérir très vite de cette manie, soldat. » Puis, il s'éloigne d'un pas tranquille,
tandis que je peine à retrouver mon souffle. Ma canne se penche pour me redresser. Ma poitrine se débloque. J'inspire un peu. Je porte la main à mon torse. Ma canne prend ma main inerte dans la sienne. Il l'examine un moment. Tu ne finiras pas à Blighty pour ta première sortie. Ce n'est qu'une motte de terre levée par une balle qui t'a touché. Tu auras la main rouge. Rien de plus. Mais ça t'apprendra. De retour à notre bout de tranchée, je m'étends dans mon gourbi. Mon esprit surexcité revoit tout ce qui vient d'arriver. L'expédition dans cet endroit dangereux. Mon premier feu essuyé. C'est bien réel. Tout cela m'apparaît brusquement on ne peut plus réel. Ceux d'en face veulent me tuer et je n'ai pas seulement vu leur visage. Ma chère Élisabeth, qu'il est bon de lire tes lettres. J'aurais tant aimé être là pour Noël. Nous avons passé une semaine difficile. Les attaques n'ont pas cessé pendant 3 jours et 3 nuits. Nous déplorons la mort de 4 de nos camarades. Comme je le trouvais beau, mon pays, il y a quelques semaines encore. Le champ était magnifique, riche à profusion. Maintenant, tout n'est que désolation. Les fermes sont brûlées, la terre saigne. Le sang et la boue se mêlent sous chacun de nos pas. Combien de temps encore pourrais-je éviter les tirs des mitrailleuses? Le temps est de plus en plus mauvais. Nous vivons dans la boue, elle est partout. Nos vêtements sont couverts, notre peau imprégnée. Malgré tout, je ne me sors pas trop mal, car ma santé est bonne. Certains ne sortent plus d'être réduits à l'état des bêtes sauvages. Comme elles, nous rampons dans les plaines, contraints de tuer pour sauver notre peau. J'ai l'impression de n'avoir plus rien d'humain. Faut-il que j'aime mon pays pour me battre ainsi? Si seulement je pouvais être certain de rentrer vivant. Ma chérie, la vie était si belle dans notre petite école. Surtout, dis aux enfants combien il est important d'apprendre. Avec le savoir, ils seront forts. Dis-leur de bien travailler à la langue française. Ils doivent être fiers de leur pays, plus que jamais. Ma chérie, pense bien à moi. Je t'embrasse en espérant te revoir bientôt. Souhaite un joyeux Noël aux petits. Ton mari Pierre, qui t'aime infiniment. Après la pluie, le beau temps. Ou plutôt l'inverse. Notre période de repos achevée, on nous a renvoyés au front. Plus on se rapprochait des premières lignes, plus la tension montait. L'air se chargeait d'électricité. On se sentait comme aspiré vers le danger. La vie, notre vie, redevenait quelque chose d'aussi fragile qu'une poupée de porcelaine. Un jouet qui pouvait être brisé en un instant. Et toujours ce bruit de canonnade qui s'amplifiait. Lorsqu'une unité retournait au casse-pipe, son premier travail était de réparer la tranchée laissée par les prédécesseurs. Ah, les tranchées, ce qu'on a pu en creuser. Pour éviter, en cas de coup au but, que l'onde de choc ne tue tous les soldats alignés comme des quilles, on prenait soin de former des zigzags. On creusait des abris et on les étayait pour résister autant que possible aux explosions. Dès qu'une position était consolidée, on essayait d'en creuser une un peu plus en avant pour grignoter un maximum de terrain. Les sapeurs les reliaient par des boyaux. Le tout formait un réseau complexe, une véritable taupinière. Les tirs de l'artillerie ennemie, bousculant ce bel ordonnancement, finissaient par transformer nos positions en un véritable labyrinthe. Des petits malins avaient planté des panneaux indicateurs fantaisistes au milieu de cette gabegie. On pouvait lire « Villa des Totos »,« Mon abri »,
Ou encore Deauville sous bombarde. J'aimais bien celui-là. On avait les planches, comme à Deauville, mais pas la mer. Enfin si, lorsqu'il pleuvait, la marée montait drôlement vite. Dire que certains Parisiens payaient pour aller en cure à Dax ou ailleurs, ça me faisait doucement rigoler. Nos bains de douaniers, ils étaient gratuits. Dimanche 6 septembre, 1h30 du matin. Sac à terre, fusil dessus, en ligne de section par 4, à la lisière d'un bois maigre. Il fait froid. Je vais placer en avant un poste d'écoute et reviens m'asseoir parmi les hommes. Immobilité grelottante. Les minutes sont longues. L'eau blanchit. Je ne vois autour de moi que des visages pâlis et fatigués. « 4 heures. Une dizaine de coups de feu sur notre droite me font sursauter au moment où j'allais m'assoupir. Je regarde et vois quelques uhlans qui s'enfuient au galop hors d'un boqueteau voisin où ils ont dû passer la nuit. Le jour grandit, clair et léger. Mon camarade de lit de Lubécourt débouche son inépuisable bidon et nous buvons à jeun une goutte d'eau de vie sans bouquet, de l'alcool pur. Enfin, le capitaine nous réunit et en quelques mots nous renseigne. Un corps d'armée allemand marche vers le sud-ouest, ayant pour flanc-garde une brigade qui suit la vallée de l'Aire. Le 5e corps français va buter le corps allemand en avant. Nous allons tout à l'heure prendre la brigade de flanc. 9 heures. Le bombardement commence. Les marmites sifflent sans trêve, éclatent sur Brest, crèvent des toits, abattent des pans de murs. Nous ne sommes pas repérés, nous sommes tranquilles, mais nous sentons la bataille toute proche, violente, acharnée. « 11 heures, c'est notre tour. Déploiement tirailleur tout de suite. Je ne réfléchis pas, je n'éprouve rien. Seulement je ne sens plus la fatigue fiévreuse des premiers jours. J'entends la fusillade tout près, des éclatements d'obus encore lointains. Je regarde avec une curiosité presque détachée les lignes de tirailleurs bleus et rouges qui avancent, comme collés au sol. Autour de moi, les avoines s'inclinent à peine sous la poussée d'un vent tiède et léger. Je me répète, avec une espèce de fierté, j'y suis. Et je m'étonne de voir les choses telles que je les vois d'ordinaire, d'entendre des coups de fusil qui ne sont que des fusils. Il me semble pourtant que mon corps n'est plus le même, que je devrais éprouver des sensations autres, à travers d'autres organes. Couchez-vous, on se couche, on se lève d'un saut, on court. Nous sommes en plein sous le feu. Les balles ne chantent plus, elles passent raides avec un sifflement bref et colère. Elles ne s'amusent plus, elles travaillent. Clac, 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 clac. En voici 2 qui viennent de taper à ma gauche, sèchement. Ce bruit me surprend et m'émeut. Elles semblent moins dangereuses et mauvaises lorsqu'elles sifflent. Clac! Des cailloux jaillissent, des mottes de terre sèche, des flocons de poussière. Nous sommes vus et visés. En avant, je cours le premier, cherchant le pli de terrain, le talus, le fossé où abriter mes hommes après le bond, ou simplement la lisière de champs qui les fera moins visibles aux boches. Un geste du bras droit déclenche la ligne par moitié. J'entends le martèlement des pas, le froissement des épis que fauche leur course. Pendant qu'ils courent, les camarades restés sur la ligne tirent rapidement sans fièvre. Et puis lorsque je lève mon képi, à leur tour, ils partent et galopent, tandis qu'autour de moi, les lebels crachent leurs magasins. Un cri étouffé à ma gauche. J'ai le temps de voir l'homme, renversé sur le dos, lancer 2 fois ses jambes en avant.
Une seconde, tout son corps se raidit, puis une détente, et ce n'est plus qu'une chose inerte, de la chair morte que le ciel décomposera demain. En avant, oui, l'immobilité coûterait plus de morts que l'assaut. En avant, les hommes tombent nombreux, arrêtés net, en plein élan, les uns jetés à terre de toute leur masse, sans un mot. Les autres, portant les mains en réflexe à la place touchée, ils disent « ça y est » ou « j'y suis ». Souvent un seul mot, bien français. Presque tous, même ceux dont la blessure est légère, pâlissent et changent de visage. Il me semble qu'une seule pensée vit en eux, s'en aller vite, n'importe où, pourvu que les balles ne sifflent plus. Presque tous aussi me font l'effet d'enfants, des enfants qu'on voudrait consoler, protéger. J'ai envie de leur crier à ceux de là-bas, ne les touchez pas, vous n'en avez plus le droit, ils ne sont plus des soldats. Et je parle à ceux qui passent. Allons, mon vieux, du courage. À 30 mètres de toi, tu vois derrière cette petite crête, il n'y a plus de danger. Oui, ton pied te fait mal, il enfle, je sais bien, mais on te soignera tout à l'heure, n'aie pas peur. Enfin, je les vois, oh, à peine. Ils se dissimulent derrière des gerbes qu'ils poussent devant eux. Mais à présent, je sais où ils sont, et les balles qu'on tirera autour de moi trouveront leur but. Connie, ma chérie, je t'écris dans une bien meilleure disposition d'esprit, car il vient de se passer une chose merveilleuse que je me dois de te raconter sans plus tarder. Hier matin, jour de Noël, nous étions dans nos tranchées. Autour de nous, tout était calme et lumineux. Une des plus belles matinées que j'ai vues de ma vie, froide à souhait pour Noël. J'aurais aimé pouvoir dire que nous, les Anglais, fûmes les premiers. En réalité, j'ai honte de l'avouer, mais ce furent les Allemands qui eurent cette initiative. L'un des nôtres remarqua qu'on agitait un drapeau au-dessus de la tranchée d'en face. Puis, ces cris résonnèrent à travers le no man's land. « Joyeux Noël, Tommy! Joyeux Noël !» La surprise passée, certains leur répondirent « Joyeux Noël, Fritz! À toi aussi! » Je pensais que ça s'arrêterait là. Nous le pensâmes tous. Mais soudain, un Allemand en capote grise apparut sur le remblai de la tranchée, un drapeau blanc à la main. « Ne tirez pas !» Et personne ne tira. Puis un autre grimpa sur le parapet et un autre encore. « Baissez la tête, c'est un subterfuge !» Mais il n'en fut rien. L'un d'eux secouait une bouteille au-dessus de sa tête. « C'est Noël, Tommy. Nous avons du schnapps, des saucisses. Nous nous rencontrons, oui ?» À ce moment-là, ils étaient des dizaines à traverser le no man's land dans notre direction. Et aucun parmi eux n'avait de fusil. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.
c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur ton. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres, les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. L'intransigeant, 17 août 1914. Camelote allemande, balles et blessures inoffensives. Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes et des shrapnels. Et l'inefficacité des projectiles de nos ennemis est l'objet de toutes les conversations. Les shrapnels, en effet, éclatent mollement en l'air et tombent en pluie de fer inoffensive ou s'enfoncent dans la terre sans éclater. De plus, le tir est très mal réglé et nos piou-piou n'en parlent qu'en riant. Quant aux blessures causées par les balles, elles ne sont pas dangereuses. Un de nos amis qui revient de la frontière a pu constater que les balles allemandes traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. L'intransigeant, 31 octobre 1914. Le rire de guerre. Le soldat français rit partout. Il a commencé à rire le jour de la mobilisation. Le rire des tranchées, c'est un rire exceptionnel, merveilleux. Il apaise la faim, il trompe la soif, il rassasie et désaltère. Qui rit et le tour est joué. D'ailleurs, le soldat français
ne pourrait pas se passer de rire, car toute épreuve n'est pour lui qu'une récréation. Au combat comme à la fête, il faut qu'il y aille à gorge déployée. Allez-y, les joyeux pinsons, les bons enfants, les types, les lascars. Soyez gais, amusez-vous, riez, chantez, dansez. Le matin, 27 avril 1915. Bombe asphyxiante. Il ne faudrait pas s'alarmer outre mesure des effets meurtriers des bombes asphyxiantes. Pour parler net, elles ont surtout produit un effet de surprise, mais on se tromperait fortement en les croyant capables de produire beaucoup plus. Évidemment, dans cette dernière rencontre près d'Ypres, elles ont été gênantes puisqu'elles ont entraîné nos troupes à un recul sensible. Mais je ne crois pas me tromper en disant que cela ne se renouvellera plus quand on saura qu'au fond, ces fameuses bombes ne sont pas bien dangereuses en plein air. À la condition de ne pas respirer au plus fort du nuage, on a bien des chances de s'en tirer sans grand dommage. Les accidents mortels seront exceptionnels. Le Petit Parisien, 22 mai 1915. À part 5 minutes par mois, le danger est très minime, même dans les situations critiques. Je ne sais pas comment je me passerai de cette vie quand la guerre sera finie. Gustave, mon amour, que se passe-t-il? Tes dernières lettres m'inquiètent. Pourquoi tu ne me racontes plus rien? Fini les lettres de 4 pages où tu me disais les petits travers de tes camarades et leur courage aussi. Fini les confidences où tu arrivais à me faire rire de vos petits malheurs. Dans ta dernière lettre, ces 2 mots, ça va, m'ont glacé le sang. Je crois que tu me caches quelque chose. Et si tu étais blessé, as-tu encore des poux? As-tu reçu mon colis? Les mitaines, comment vont tes pieds? Les blessés graves qui rentrent chez eux en morceaux nous en disent plus long que tous les journaux. Le fils des Romieux a perdu tous ses bras. Le neveu des Baudouin crache ses poumons. Et Marcel Pelletier a laissé sa mâchoire dans les fossés de Craonne. C'est une gueule cassée, comme on dit. Il fait peur. On a envie de l'aborder pour lui parler, pour le plaindre, mais personne ne s'en approche de trop près. Mais eux sont rentrés vivants. Ici, même si la vie est dure, sans tes bras à la ferme, sans ton corps dans mon lit, je ne dois pas me plaindre. Les vendanges sont encore loin, mais nous nous demandons déjà comment nous allons nous en sortir cette année encore. À part les estropiés, il ne reste au village que les femmes et les vieux qui reprennent tant bien que mal le chemin des vignes. Même la vieille Alexandrine a retrouvé ses sécateurs. L'essieu de la charrette a cassé net dans le virage à l'entrée d'Armissant. J'ai dû l'abandonner en attendant de pouvoir la faire réparer. Va savoir quand. Je sais que ce ne sont là que des ennuis bien petits par rapport à ce que tu endures là-bas. Je te dis juste ce qui se passe chez nous. Pardonne-moi. Ton fils demande sans cesse quand tu vas rentrer. Je ne sais plus le rassurer. Parce que tu rentreras, Gustave. Il le faut. Reprends ta plume, mon amour, et dis-moi tout. Soulage tes tourments. Plains-toi, Gustave. Ne garde rien pour toi. N'aie pas peur de me dire le vrai, le cru, le laid. Je veux entendre tes plaintes, tes cris, tes pleurs.
Je veux les partager. As-tu peur? A-t-on peur quand un camarade tombe sous les balles? A-t-on peur quand le sifflement d'un obus? A-t-on peur quand les gaz? A-t-on mal quand un éclat? Est-ce que tu m'aimes encore? As-tu toujours ma photo sur ton cœur? Je sais qu'il est stupide sur le front en temps de guerre de te dire de faire attention à toi. Pourtant, je t'en supplie, sois valeureux, sois courageux, mais moins que les autres. La patrie a besoin de héros, soit. Moi, je n'ai besoin que de toi. Rentre vivant, ton Adèle. Le soldat Rabaud était gravement blessé, mais contrairement à beaucoup de ses camarades, rien ne pouvait lui arracher un rire, un sourire. Duhamel avait pitié de ce jeune homme, ancien enfant de l'assistance publique, qui sans doute n'avait jamais trouvé le moindre plaisir dans sa vie. Il ne fumait pas, ne jouait pas, et restait camouflé sous ses draps, exactement comme un cochon d'Inde apeuré se cache sous la paille. Un jour, une dame patronnesse, tout de vert vêtue, vint lui faire un long discours. Quelle reconnaissance ne vous devons-nous pas, à vous autres qui gardez intacte notre douce France. Mais Rabaud, tu connais déjà la plus grande récompense, la gloire. L'angoisse exquise de bondir en avant, baïonnette luisante au soleil. La volupté de plonger un fer vengeur dans le flanc sanglant de l'ennemi. Et puis, la souffrance divine d'être endurée pour tous, la blessure sainte qui du héros fait un dieu. Ah, les beaux souvenirs, Rabaud. La dame en vert se tut. Un silence religieux régna dans la salle.
C'est alors que se produisit un phénomène imprévu. Rabot cessa de ressembler à lui-même. Tous ses traits se crispèrent, se bouleversèrent d'une façon presque tragique. Un bruit enroué sortit par secousses de sa poitrine squelettique et tout le monde dut reconnaître que Rabot riait. Il rit pendant 3 quarts d'heure. Par la suite, il y eut quelque chose de changé dans la vie de Rabot. Quand il était sur le point de pleurer et de souffrir, on pouvait encore le tirer d'affaire et lui extorquer un petit rire en disant à Ton, « Rabot, on va faire venir la dame en verre. » Il fallait voir à l'hôpital de Saint-Mandé le soldat Ponceau. Il avait été blessé à Château-Thierry. Un éclat d'obus lui avait cassé la cuisse et il souffrait beaucoup. Chaque matin, on l'emmenait sur un brancard dans la salle des pansements pour soigner la plaie profonde et verdâtre avec l'os cassé au fond. Malgré les soins journaliers, Ponceau maigrissait avec rapidité et des crises de crampes à sa cuisse le torturaient de plus en plus, au point que les médecins décidèrent de le soulager avec des injections de morphine. Ponceau, entre 2 crises, rêvassait, et parfois on l'entendait murmurer « Si seulement on était ici ». Il faut savoir que Ponceau venait de se marier quand la guerre se déclara. Il avait laissé sa femme à la Ferté-Milon dans l'Aisne, et malgré les multiples lettres envoyées à de nombreux endroits, il restait sans nouvelles de celle-ci. Heureusement, un miracle vint mettre fin à l'attente de Ponceau. Un beau jour, Madame Ponceau arriva à l'hôpital. Les retrouvailles furent évidemment des plus émouvantes, et Madame Ponceau fut autorisée à venir rendre visite chaque jour à son mari, vu que son état considéré était grave par les médecins. Peu à peu, les douleurs devinrent plus tolérables, et la suppuration de la plaie diminua. Le commandant de l'hôpital décida, vu les améliorations de l'état de santé de Ponceau, de réduire au nombre de 2 les visites de Madame Ponceau. Partout dans l'hôpital, on jasait sur l'avenir de ce petit couple. Le jour vint où Ponceau fit ses premiers pas à l'aide de béquilles dans un couloir. L'événement fut jugé assez extraordinaire pour réunir tout le staff infirmier qui s'extasiait devant les efforts de Ponceau pour traîner sa malheureuse jambe. Mon Dieu, avec sa jambe, il ne veut pourtant pas la laisser ici, sa jambe. Ce pauvre garçon m'a expliqué que depuis 6 mois, enfin, vous comprenez, depuis 6 mois. Oh, 6 mois, c'est long. 6 mois. Et il a tant, à son âge, il a tant souffert. Oh, à coup sûr, il le mérite bien. Mais enfin, pensez avec sa jambe, avec sa jambe. Allons, mesdames, ce n'est pas parce qu'il a la jambe déformée qu'il doit se priver d'embrasser sa femme. En quelques heures, l'affaire Ponceau fit le tour de l'établissement. Et un bon jour, Madame la directrice demanda l'avis du bon docteur Courbet. Il voudrait avoir avec sa femme une permission pour avoir quelques moments d'intimité. À la bonne heure, chère madame. 10 fois s'il le veut. Ces gaillards-là doivent encore quelque chose au pays. Sacré matin. Ils lui doivent des enfants. Des enfants? Vous croyez quand même qu'avec sa jambe? Bon, chère madame, la jambe n'y est pour rien. Pour si peu de choses. La phrase du bon docteur fit évidemment fortune au sein de l'hôpital, en réglant définitivement l'affaire Ponceau. Le lendemain, Ponceau se vit remettre une grande bouteille d'eau de Cologne et le coiffeur vint pour une coupe spéciale. Ensuite, Ponceau se revêtit d'un magnifique uniforme reconstitué avec des pièces choisies dans les rayons les plus riches du magasin de l'hôpital. Pendant ce temps, toutes les conversations continuaient bon train dans la salle des pansements où le docteur Guyard donnait des explications complémentaires aux infirmières. L'instinct génésique, mesdames, est le plus souvent assoupi pendant la période fébrile, car chez nos blessés, ce n'est point comme chez les tuberculeux, qui paraissent jusqu'à la 3e période dominés par le désir de reproduction. Non. Dans le cas
qui nous occupe, le retour progressif des forces et de l'appétit, s'accompagne d'une certaine aptitude à procréer. Enfin prêt, Madame Prostianu lui attacha subrepticement un petit bouquet de fleurs sur sa capote. Vous aurez l'air d'un marié. Et Ponceau sortit de l'hôpital et monta dans la voiture où l'emmenait sa femme. Quand il revint, au terme de sa permission, les escaliers furent le lieu d'une légère bousculade. Ponceau apparut, béquillant, sans adresse, au milieu des blouses. Il fumait un gros cigare. Il avait le teint avivé par la fraîcheur du dehors. Ses yeux reflétaient une grande bonté, un grand bonheur et un perpétuel étonnement. Êtes-vous content de votre permission, Ponceau? Bien sûr, Madame la directrice. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel 6 saucisses, et la nuit venue, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a 1000 petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche, de Goethe et de Cologne. Il y a que je languis après une lettre qui tarde. Il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent, la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vaguemestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici invisible, comme l'horizon dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond. Il y a, dressé comme un lys, le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a à minuit des soldats qui s'y déplanchent pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède, si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix, à 5 kilomètres. Il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de barbarie sur ces cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 cm et qu'on n'a jamais laissé partir. Il y a ma selle exposée à la pluie. Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y avait un prisonnier Boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin, durant cette guerre, l'art de l'invisibilité.
s'asseoir. Florence. Marie-Claude. Christelle. Bernadette. Olivier. Sandrine à la régie lumière. Et Morgane. Merci à tous. Merci. Comment tu vas? Bien. On n'a pas eu le bis. On s'est pas vu cet été, puisque les uns et les autres avaient leur invitation. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais là on s'imaginait que vous étiez vraiment dedans. C'est bien, faut penser à ceux qui ont Merci vécu beaucoup. tout ça. Ben, voilà, c'est ça. Voilà. On a vraiment voulu leur rendre Hommage, c'est normal, c'est sûr. Non, exactement, c'est sûr. Bon, et ben ma foi, continuez bien. Une bonne soirée à vous.